Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui un épisode spécial puisque nous sommes à Monaco à l'occasion des assises de la cybersécurité et nous allons parler des problématiques de sécurité autour de la chaîne d'approvisionnement logiciel avec Ronny Carta. Bonjour Ronny. Bonjour. Pour discuter avec lui, nous avons Véronique Loquet. Bonjour Véronique. Bonjour. Fabien Lemarchand, Jérôme Seize. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Morgan Autonnier. Bonjour. Morgane Autonnier, pardon. Un transfuge d'un célèbre podcast aujourd'hui défunt. Alors Ronny, quand on parle de chaîne d'approvisionnement logiciel ou de supply chain, on parle de quoi ? Ok, définir la software supply chain et toutes les problématiques liées à la software supply chain, c'est assez complexe, parce que quand on parle de supply chain, il y a plein de choses qui viennent en tête chez les gens. Déjà, il y a la supply chain physique, du coup on va parler de bateaux, de conteneurs et de composants qui arrivent jusqu'au centre de distribution. Il y a tout ce qui est la software supply chain, donc on est sur les mêmes idées mais plutôt avec les composants logiciels. Et du coup la supply chain technique, on va aussi parler de tierces parties qui vont composer notre SI. Mais je pense que le plus important dans la software supply chain, c'est vraiment ce composant logiciel. Et donc toutes les bribes qui est préconstruites qu'on va utiliser lors de notre développement de logiciels. Aujourd'hui, on vit dans un écosystème, on veut aller de plus en plus vite, faire des intégrations continues et du développement continu. Et les développeurs sont des êtres fainéants, à juste titre. Et donc, on ne veut pas réinventer la roue, donc on va utiliser des composants préconstruits, très souvent open source. Et du coup, on va les intégrer directement dans notre code base. Par contre, la manière dont on le fait peut amener à des failles de sécurité. Et aujourd'hui, dans l'écosystème, on voit de plus en plus d'attaques. Dans le threat modeling qu'on a souvent en tête, on se dit... l'attaquant va essayer d'attaquer tout ce qui est exposé sur Internet. Donc on va aller voir des endpoints connus, les adresses IP, les ranges IP de notre target, les web applications, les mobile applications. Mais on oublie souvent en fait que l'attaquant ne va pas juste attaquer ce qui est exposé, mais aussi ce qui est ingéré depuis Internet. Et donc là, on peut penser à tout ce qui se passe sur GitHub, sur NPM, sur PyPI, qui peuvent être un point d'accès pour les attaquants dans le SI de ces victimes. Je pourrais rebondir de plein de manières par rapport à l'actualité, mais tu as parlé quand même de bateaux et de conteneurs en balayant ça d'un revers de la main. Il ne faut pas oublier qu'il y a des photos sur Internet de gens qui ouvrent des boîtes de routeurs pour modifier le logiciel à l'intérieur des équipements physiques avant de le renvoyer à leur destinataire. Donc la supply chain, la supply chain logicielle peut aussi avoir une composante physique. Hein. Carrément. Les gens qui utilisent des pagers en savent quelque chose. Aussi, on a vu lors de l'opération Stuxnet, où la NSA avait réussi à directement backdoorer et targeter les logiciels de Siemens à travers leur supply chain physique. Donc en effet, c'est des attaques qui durent depuis pas mal de temps. Et en fait, cette idée d'attaque sur la supply chain, effectivement, ça vient d'abord du monde physique, mais aujourd'hui, dans notre écosystème, on voit de plus en plus d'attaques sur la software supply chain, donc sur les dépendances logicielles. Et là, on l'a vu très récemment, par exemple, avec le mainteneur Quix, qui s'est fait compromettre, donc à travers juste un simple email de phishing. Les attaquants ont récupéré son compte NPM et il avait plus de 170 dépendances à ma connaissance, et plusieurs d'entre elles avec des milliards d'installations par semaine. C'était une attaque hyper intéressante et je pense que beaucoup de gens ont commencé à regarder ce sujet avec l'importance qui se doit. Malheureusement pour les attaquants, c'est dommage, ça ne leur a rapporté que quelques dollars, ce qui est triste pour eux.
Ouais, c'était une cinquantaine de dollars. Et d'ailleurs, quand on a vu ça avec les autres bug hunters qui font des attaques de Software Supply Chain, on s'est dit, mais c'était une occasion manquée qui était énorme. Il y a énormément de potentiel et en fait, ils ont été beaucoup trop opportunistes, pas assez discrets. Et du coup, tout le monde les a détectés en moins de 30 minutes. Et d'ailleurs, les premiers à les avoir détectés, c'est pas des boîtes de sécurité, c'est juste la communauté open source. Ils ont commencé à mettre des issues sur GitHub en disant peut-être qu'il y a une backdoor. Et la majorité des attaques sont détectées par la communauté open source. Est-ce que ça veut dire que c'était de mauvais attaquants ou simplement des attaquants qui n'avaient pas l'habitude de la connaissance spécifique de la supply chain logicielle? Je pense que les deux raisons se valent. Ils ont été mauvais parce qu'ils avaient un manque de connaissances. Et ça, on le voit beaucoup sur les attaques de Software Supply Chain. Il y a typiquement des blog posts d'un chercheur qui s'appelle Charlie, qui travaille pour Aikido, où il a montré qu'il y avait des attaquants nord-coréens qui tentent des attaques sur la Software Supply Chain directement sur NPM et qui se font détecter hyper rapidement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se fail, enfin, ils n'arrivent pas à faire le bon payload sur l'attaque le premier coup. Du coup, leur attaque marche absolument pas. Et toutes les 20 minutes, ils refont une update sur la dépendance jusqu'à que l'attaque fonctionne. Et donc, ça montre un manque de connaissances énorme. Alors justement, sur nos limites, on est à la bienveillance et on ne veut pas faire de tuto. Mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a des compétences de base en red teaming va se planter sur la supply chain? Je pense que c'est une question de visibilité. Sur Software Supply Chain, on va centraliser énormément de composants sur des registries, sur des repositories qui aujourd'hui sont extrêmement observés. Et donc, si on rentre dans les mêmes patterns d'attaque qui ont été déjà identifiés, les mêmes alertes qu'on a construites par le passé, on va très vite se faire repérer. Et donc, voilà, sans donner de tuto, un attaquant doit être très créatif pour aller au-delà de ce qui est déjà connu et essayer de pirater d'une manière différente. Je vais donner un tuto. L'attaque sur SSH via la librairie XZ par le développeur Jiatan, qui a duré 2 ans et qui a été identifié totalement par accident suite à une latence de quelques dizaines de millisecondes, qui a été investiguée par un ingénieur de Microsoft. Mais cette attaque était pour le coup une vraie attaque de qualité qui suivait tous les playbooks d'une bonne attaque sur la supply chain. Alors qu'à contrario, l'attaque récente sur les paquets NPM avec des milliards de téléchargements était une mauvaise attaque parce que l'objectif à la fin était juste de voler des cryptos et de changer un numéro de wallet. Donc en fait, l'objectif de l'attaquant permet de savoir, d'inférer qui est l'attaquant et donc de savoir un peu quel est son niveau et quels sont ses objectifs. Faut pas oublier le biais qu'on ne parle que des attaques dont on a connaissance. Donc c'est que ceux qui se sont mis les pieds dans le tapis ou qui ont fait des erreurs grossières qu'on connaît, mais potentiellement il y en a plein qui sont live à l'heure actuelle et qui fonctionnent de manière très discrète. Il y a une attaque assez brillante, je crois que c'est sur color.js, où les gens sont juste allés voir le mainteneur en disant « Hey, tu cherches à passer la main, nous on te file 10 000 $ et tu nous transfères le projet ». Le mec a dit bingo. Et en fait, cette librairie qui est utilisée dans des millions de projets, le gars leur a juste transféré les droits parce qu'ils ont racheté le projet, tout simplement. C'est légal, je veux dire... c'est pas toujours de l'attaque. D'ailleurs, c'est très souvent le cas pour les extensions de navigateur. Par exemple, les gens rachètent en demandant à garder le compte développeur pour pas qu'il y ait de notifications. Et après, ils changent pour acheter, par exemple, pour du tracking utilisateur. Donc une extension qui est anodine à la base commence à récolter tout ce qu'elle peut, par exemple, sert pour du marketing, et c'était pas son choix initial. Et c'est fait de manière, entre guillemets, légale, dans le sens où c'est un achat. Et en fait, il y a même un plugin qui traque les modifications des autres plugins de manière à alerter quand ils viennent d'être changés, soit de main, soit modifiés. Donc là, si on veut faire de la bonne supply chain attack, il faut plutôt cibler ce plugin qui traque les autres. Ouais, c'est celui-là qu'il faut racheter. Ronnie, j'avais une question. Effectivement, la partie software supply chain est un vecteur d'attaque de plus en plus important avec des impacts qui sont très importants. Et à ton avis, pourquoi aujourd'hui dans les organisations, ce schéma de menaces et d'attaques est sous-estimé ou peut-être ignoré, mais on n'a pas trop l'impression que ça fait vraiment partie intégrante dans des stratégies de cybersécurité et on se donne les moyens par rapport à ça? Est-ce que c'est plutôt de l'ignorance? C'est des choses qui ne sont pas priorisées? C'est un manque d'outils? C'est un manque de culture par rapport à ça? Mais voilà, je voulais avoir c'était quoi un peu les retours terrain que tu pouvais avoir et ton feedback là-dessus? Ouais, non, c'est une bonne question. Je pense qu'on voit un peu de tout. Je dirais que premièrement, c'est un manque de maturité. Comme j'ai dit tout à l'heure,
dans l'esprit de la majorité des responsables de sécurité, on va d'abord protéger ce qui est exposé sur Internet, mais pas ce qui est ingéré depuis Internet. Et du coup, en parlant avec des CISO, des RSSI, le retour global, c'est de dire la software supply chain, on sait que c'est un problème. C'est juste que c'est un trop gros problème pour qu'on le regarde. Et il n'y a pas la bande passante aujourd'hui pour regarder ce problème. Et ça, c'est là où je vais aller challenger en disant que en fait, toutes les dépenses qu'on apporte font partie de notre surface d'attaque. Et là, on va rentrer dans de la complexité qui est la software supply chain. Je peux parler par exemple d'un standard de sécurité de compliance dans la software supply chain qui s'appelle le SALSA, qui est poussé par la OpenSSF. Donc, c'est une fondation qui est backée par Google et la Linux Foundation. Et donc, eux, ils ont créé un standard de sécurité de compliance dans la software supply chain. Et ils ont mappé la surface d'attaque, parce qu'en étant défensif, ils disent OK, on va mapper la surface d'attaque. Et du coup, il y a 3 composants principaux: le source, le build et la distribution. Le source, c'est tout ce qui va se passer sur les repositories ou sur les registries, donc ce qu'on va ingérer. Le build, c'est nos CI/CD, c'est notre manière de déployer, c'est tout ce qui se passe en pipeline. Et la distribution, soit on va distribuer une dépense, un artefact, donc est-ce qu'on va par exemple signer et attester d'où provient la dépense, ou sinon on va déployer une application. Et donc il y a toutes ces surfaces d'attaque, et ce qu'un attaquant peut attaquer, c'est le composant en lui-même, le source, le build ou la distribution, ou aussi les liens qui sont entre eux. Et donc ça ajoute un premier niveau de complexité. Mais ce que le standard SALSA dit, c'est protéger vos sources, vos builds et vos distributions. Mais là où il y a une réelle complexité dans la software supply chain, c'est que cette surface d'attaque, elle est vraie pour chaque composant dans l'entièreté de votre software supply chain. C'est-à-dire qu'une dépense, c'est là aussi une pipeline, elle fait partie intégrante de votre surface d'attaque. Et cette dépense, elle va en avoir 10 autres. Par exemple, je peux prendre l'exemple de React sur NPM. Quand on installe React, je crois qu'on installe proche de 1300 dépenses juste en installant React. Et chacune de ces dépenses vont avoir un build associé, une pipeline qui peut être compromise à travers ce qu'on peut appeler des pawn actions. L'OASP, dans leur chart top 10 supply chain attack, ils ont un des vecteurs d'attaque qui s'appelle le pipeline poisoning, parce qu'un attaquant a des accès privilégiés sur une pipeline et peut exécuter du code dedans en étant non authentifié. Aujourd'hui, c'est un vecteur d'attaque qui est extrêmement utilisé. Ce que tu appelles une pipeline, c'est un GitHub workflow, un workflow GitHub. Un GitHub Action, ouais, carrément. Et ça, on le voit dans l'écosystème, que les GitHub Actions qui se passent en upstream, ça veut dire pas nos propres GitHub Actions, mais GitHub Actions des dépendances qu'on dépend directement, sont un vecteur d'attaque. Par exemple, Kong s'est fait compromettre en fin d'année dernière à travers une attaque d'une GitHub Action sur leur composant KIC. Et l'attaquant, il a réussi à faire une pull request, donc une contribution directement sur le repository open source de Kong, et ça a automatiquement déployé une pipeline avec le code de l'attaquant, et donc l'attaquant pouvait exécuter du code dans cette pipeline, et ils ont réussi à partir de là d'exfiltrer des secrets, et c'était les secrets d'authentification à Docker sur le déploiement de Kong. Et je pense que là où les attaquants, encore une fois, ils ont été très opportunistes, mais ils ne sont pas allés réfléchir à l'impact. Ils ont simplement mis un crypto miner dans Kong, et du coup ils se sont fait détecter parce que y a tout le monde qui voit leur infra qui consommait du GPU alors que bon, c'est con quoi. Et très rapidement il y a eu des issues en disant peut-être que vous avez une backdoor, mais ça montre que c'est un vecteur d'attaque hyper intéressant qui se passe sur les composants dans lesquels on dépend directement. Il y a eu un autre exemple très connu, un peu ancien maintenant, c'est British Airways qui fait compromettre cette fois-ci son site public. C'était Matchcart, je crois, l'attaquant. Et donc là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment une bibliothèque JavaScript qui a été compromise et qui était elle-même utilisée sur la page de réservation de British Airways, c'est ça? Exactement. Et en fait, en même temps, je ne sais pas comment je peux le tourner, mais je trouve que c'est des attaques extrêmement élégantes par l'impact que ça a par rapport à l'effort fourni par l'attaquant. L'attaquant a besoin de compromettre un seul composant, souvent très profond dans la chaîne
de dépenses et on va réussir à compromettre des millions d'installations de manière assez triviale. Et c'est ça le réel danger de la software supply chain. Et maintenant qu'on voit des acteurs étatiques, on parlait de la Corée du Nord juste avant, se mettre sur cet axe-là, moi j'aime pas faire de la communication par la peur, mais en même temps ça me concerne énormément. Dans le cas de British Airways, là le payout était direct pour les attaquants parce qu'ils récupéraient toutes les informations de paiement des clients sur le site. Et c'est pour ça que historiquement, la majorité des attaques de software supply chain étaient très orientées crypto parce que, comme l'attaque de British Airways, il y a un payout qui est direct. On arrive tout de suite à mettre des crypto-stealers, attaquer les wallets et exfiltrer de l'argent. Et donc, c'est payday en 1 minute pour l'attaquant. Et je pense une autre attaque software supply chain qui était super intéressante et qui s'est passée cette année, c'était l'attaque de Bybit, qui est une exploitation de software supply chain avec un développeur de Gnosis Safe qui se fait compromettre et à travers une attaque de phishing, il me semble. Et ils ont réussi à trouver ces codes d'accès à l'infra AWS. Il avait trop d'accès sur AWS et du coup, leur front-end était géré à travers un bucket S3 et ils ont juste mis du code JavaScript sur le front-end qui va exfiltrer toutes les transactions vers celle de l'attaquant au moment de la signature d'une transaction. Et là, c'était extrêmement targeté à Bybit, très spécifiquement, et c'est 1,5 milliard de dollars sur une transaction qui ont été exfiltrés, qui est l'une des plus grosses attaques, la plus grosse attaque de crypto de l'histoire à ce jour, et qui a été perpétrée par la Corée du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire face à toutes ces attaques et tous ces problèmes ? C'est pareil. Il y a énormément de standards qui arrivent sur le marché. On parle de Salsa, par exemple. On parle beaucoup de la protection de l'open source en général. Je pense qu'une manière dont aujourd'hui on voit l'open source, c'est de se dire qu'il faut éviter qu'il y ait des failles de sécurité dans les composants en eux-mêmes. Donc on va aller regarder toutes les CVE et on va dire moi je veux pas de CVE critique sur toutes mes dépenses. Sauf que quelque chose qu'on oublie, c'est les liens qu'on crée avec les dépenses. Et donc, c'est commencer à avoir plus d'observabilité sur le mapping de ces dépenses. Ça veut dire, à chaque fois que j'ai une dépense, il y a le lien qui se crée avec le repository où la dépense existe, le registry où je vais installer la dépense, mais aussi l'un des liens les plus importants, c'est le mainteneur. En lui-même. Parce que si un mainteneur, sa sécurité, elle échoue, c'est notre sécurité qui va échouer. Et ça, c'est un truc qu'on ne s'en rend pas compte. Par exemple, j'ai fait des scans sur des licornes françaises. Sur toute leur chaîne de dépenses, on a réussi à mapper plus de 400 000 dépenses sur leur codebase. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur NPM, en 2023, la moitié de toutes les dépenses avaient 2 mainteneurs ou plus. Et sur cette licorne française, ils avaient proche de 1 million de contributeurs open source qui pouvaient indirectement commit à leur codebase. Et ce que j'aime dire, c'est que moi, je vais dans la rue, il y a 100 personnes autour de moi, je leur fais pas forcément confiance. Comment je peux faire confiance à 1 million de personnes pour gérer leur propre sécurité ? Même pas en disant que ces personnes-là vont être malveillantes, mais juste dire gérer leur propre sécurité, parce que ça fait partie intégrante de ma sécurité. Et il me semble que GitHub, comme NPM peut-être, mais PyPy aussi, sur les projets majeurs, maintenant, ils imposent de la 2FA. Tu peux plus publier de package sur un repo majeur si tu n'as pas du 2FA. GitHub fait pareil, ils renforcent aussi leur méthode d'authentification. Bien sûr. Est-ce que ce sont des points centraux ? En fait, tu peux pas gérer la machine des développeurs ou la manière dont ils vont réagir au phishing. Par contre, aujourd'hui, on est quand même dans un Internet qui se centralise de plus en plus et il y a quelques shock points, si on a le droit de parler anglais dans ce podcast, dans lesquels la majorité des contributions des paquets open source vont transiter à un moment. Enfin, le problème, c'est que si tu compromets le poste du développeur, toute l'authentification forte, elle ne te sert pas à grand-chose. Et si tu compromets la pipeline en faisant un commit, enfin plutôt une pull request, etc., entre guillemets, le développeur, il y est pour rien. Donc ça règle pas le problème. C'est comme le fait des CVE, il y a quand même pas mal d'outils maintenant qui remontent les vulnérabilités des composants que tu utilises dans ton code. C'est une première étape, mais c'est vraiment pas suffisant. Mais déjà, tu montes le niveau. Là, par exemple, les plateformes, ce qui se fait de plus en plus maintenant, c'est que les comptes développeurs, ils forcent du MFA, par exemple, c'était pas le cas avant. Donc avant, c'était extrêmement simple de péter quelques comptes et ensuite tomber sur la bonne source. Maintenant, quand même, on monte le niveau, donc il faut une compromission plus avancée du poste, par exemple, du développeur pour pouvoir arriver à ses fins. Donc c'est déjà un niveau d'élévation. Et après, on parle quand même beaucoup de l'open source, mais c'est quand même, encore une fois, beaucoup de gens qui sont tout seuls, qui font ça par passion. Des fois, des boîtes se font des millions dessus et donnent pas de contribution. Donc, entre guillemets, on paye ce qu'on... On a ce qu'on paye, et du coup, vu qu'on paye rien, des fois, on n'a pas la résultat qu'on attend. Peanuts get monkeys. Exactement.
Oui, on parle beaucoup de l'open source, mais c'est vrai qu'il y a eu SolarWinds par le passé qui était complètement closed source et qui a eu les mêmes problèmes. Donc, Ah oui, non, mais voilà, on parle d'open source, mais il y a aussi bien sûr dans le privé et c'est le même problème. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut aller parler peut-être du Cyber Resilience Act, qui essaie de régler un petit peu ça aussi? Parce que c'était un point qui a été relevé par, je crois que j'ai ça il y a déjà 10 ans avec Bruce Schneier, qui disait que la seule solution c'était un aspect réglementaire, c'est-à-dire que forcer les boîtes à monter leur niveau de sécurité, parce que sinon il y aura toujours l'attrait de la concurrence qui fait que s'il est moins cher parce qu'il fait moins de contrôle à ce niveau-là, il va plus vite, donc il faut forcer tout le monde à s'élever vers le bas. Est-ce que vous voyez ça comme une solution justement de force, un peu comme ce que faisait PCI il y a des années, en forçant par exemple à avoir des mots de passe différents pour chaque prestataire, et bien de forcer un niveau de sécurité pour les gens qui ont un produit qu'ils vendent? Il y a des choses qui sont pas mal, mais particulièrement ça te demande de publier la liste de toutes tes librairies logicielles que tu utilises. Bon, oui, ça peut être intéressant, mais ça veut dire que toi-même, en tant que client, tu dois aller vérifier ça, vérifier que le SBOM qui est publié avec toutes ces versions, tu dois aller vérifier ça, vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité, etc. Et encore une fois, ça ne te prémunit pas des vulnérabilités ou des problématiques que tu peux avoir vis-à-vis du développeur, de l'injection de portes dérobées ou de problèmes de CI/CD, donc sur ta pipeline. Ça va être compliqué, je pense même impossible d'avoir une solution qui règle la problématique dans sa globalité, mais il y a différentes solutions qui existent. Quelles sont ces solutions ? Typiquement, la solution du CRA, elle me semble bonne parce qu'au lieu de mettre la pression sur le développeur open source qui est tout seul chez lui dans le Montana et qui maintient un composant critique de l'Internet, elle met la pression sur la personne qui distribue le produit final. Donc si tu es une énorme entreprise qui abuse de l'open source et que tu as des clients, c'est à toi de t'assurer que ce que tu donnes à tes clients, c'est OK, même si ça vient indirectement du fin fond de l'Internet et de quelqu'un qui n'a jamais rien touché. Et c'est pour ça que dans ta voiture, maintenant, tu as des informations sur les logiciels utilisés et tu vois la liste de tous les logiciels, dont du OpenSSH, etc., qui sont utilisés dans ta voiture. Et dans les solutions, aux assises, il y a eu des elevator pitch avec des startups qui venaient présenter leurs solutions. L'une d'elles, ChainGuard, tente de proposer une partie de solution à ça. Et leur approche, c'est de dire on devient votre repo. Donc on héberge vos librairies, vos bibliothèques open source, et nous on s'engage à toujours récupérer et appliquer on a des SLA, etc. Et on récupère, on corrige, on minimise les trucs, et du coup vous n'avez plus besoin d'aller chercher sur des dizaines de repos avec des trucs que vous ne connaissez pas. Vous savez que nous on a un seul repo et on a des gens qui regardent, qui appliquent les patchs, et on vous le garantit. Et même s'il se foire, au moins pour le client en tout cas, il y a quelqu'un contre qui se retourner, ce qui est souvent le reproche qu'on faisait à l'open source. Oui, et c'est un autre aspect également, c'est que si les boîtes maintenant ont une responsabilité légale par rapport à la sécurité de leurs produits, peut-être qu'elles seront plus intéressées pour, par exemple, réduire la surface d'attaque, donc prendre uniquement dans par exemple dans leur conteneur, uniquement ce dont ils ont besoin, pour éviter que ça arrive par la suite, parce que là, il n'y a plus que les pots cassés niveau PR, c'est aussi un aspect légal, responsabilité sur le fait qu'on n'a pas eu une bonne posture sécurité sur le produit final, donc c'est quand même assez intéressant. Je pense qu'en fait, avant de faire tout ça, personnellement, je crois beaucoup en la sécurité offensive, dans une stratégie de threat modeling et aussi pour pouvoir mieux réparer plus tard les failles de sécurité. En fait, avant de commencer par dire je vais mettre du défensif en place, je vais payer des solutions. Et je vais espérer que c'est pas un gruyère parce que je n'ai pas forcément une connaissance technique pour implémenter la bonne solution défensive. D'abord faire un coup de sécurité offensive pour déjà connaître notre surface exposée à un instant T et surtout en fait comme ça on va déterminer les faiblesses et les failles récurrentes qui sont constamment réintroduites dans la Software Supply Chain. Et une fois qu'on a cette première exposition, on va pouvoir mettre en place du défensif sur seulement les composants qui font sens. Et en fait, avoir cette stratégie offensive puis défensive permet de faire du défensif à moindre coût, parce qu'on va protéger que ce qu'on a réellement besoin, mais surtout, on va protéger ce qui est notre plus grande faiblesse aujourd'hui. Donc, à mes yeux, dans certains supply chain, on devrait passer par la sécurité offensive. Aujourd'hui, toutes les solutions qui existent sur le marché sont majoritairement défensives. Et ça me pose un problème. C'est parce qu'on demande à des produits ou à des ingénieurs de sécurité d'être omniscients de tous les événements et toutes les alertes sur des écosystèmes aussi larges que NPM, aussi larges que GitHub, aussi larges que PyPy.
Et la majorité de ces solutions, comment elles fonctionnent, c'est que par exemple sur NPM, il y a un stream constant de toutes les mises à jour. À chaque fois qu'il y a un nouveau patch, un nouveau mainteneur, et c'est quelque chose, c'est une API qui est totalement publique. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque nouvelle version, ils vont télécharger et regarder s'il n'y a pas du code malveillant. Souvent, ils vont utiliser de l'IA pour le faire ou du SAST. Il y en a qui font du test directement sur les dépendances et ils vont déterminer est-ce que cette dépense contient une backdoor sur cette release. Mais c'est extrêmement complexe de faire ça, et comme on a dit sur le Software Supply Chain, il suffit qu'un composant qui ait réussi à passer même pendant quelques heures au prochain build, on est compromis, et après on peut élever les privilèges à ces questions. Tu vois pas assez loin, même sur GitHub, il y a une API qui permet d'avoir tous les commits de GitHub en temps réel. Ouais, carrément. Mais là, il faut avoir une certaine infra pour traiter ça derrière. Bien sûr. Pour info, pour le gestionnaire de paquets type NPM, il est possible de configurer par exemple votre gestionnaire pour qu'il n'autorise pas une mise à jour immédiate, mais par exemple qu'il attend un minimum de 24 heures après la publication d'une nouvelle version avant de la mettre en place. Ça permet de laisser les autres essuyer les plâtres, de voir si c'est allure sur les réseaux sociaux et après de potentiellement de bloquer avant que ce soit le cas pour vous. Mais après, l'aura de la médaille, c'est qu'aussi pour les pages de sécurité, vous attendez d'autant. Et alors justement, toi Ronnie, tu parlais d'offensif, ça me permet de sauter sur l'occasion parce que toi tu as une solution qui permet justement de faire ça. Oui, exactement. Du coup, je vais me permettre de parler un peu de mon background avant de vous parler de la solution. Moi, de mon côté, je fais beaucoup de bug bounty. C'est comme ça que je me suis formé, que j'ai commencé ma carrière. Puis après, je suis allé chez ManoMano où j'ai été senior security engineer avec Fabien le marchand qui est ici, et dont je suis très reconnaissant parce qu'il m'a fait confiance à mes 18 ans pour rentrer chez ManoMano et pour faire du red teaming et du bug bounty en interne. C'était un très bon pari. On a kiffé péter ManoMano et péter plein de boîtes ensemble. C'était très très cool. Et en fait, de mon expérience du bug bounty où j'ai beaucoup focus sur les GAFAM et les Fortune 500 et aussi mon expérience de ManoMano, j'avais vu qu'il y avait ce problème d'industrie sur certains supply chain parce que moi, mes failles préférées et ma manière de pénétrer un système que je surkiffe, c'était à travers la supply chain de mes sites. Et en fait, je me suis juste posé une question, c'est est-ce que c'est parce que je suis bon dans ce que je fais ou est-ce qu'il y a un réel problème d'industrie? Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que je suis bon ou parce qu'il y a un réel problème d'industrie? Parce que là, ça a touché vraiment les GAFAM, les Fortune 500. Les deux. La réponse, c'est les deux. Il y a une composante que l'industrie est un échec, oui, je suis d'accord. Je confirme l'option. Je ne saurais pas répondre, mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir mon frère qui, lui, est développeur back-end, et je lui ai dit, regarde, toi, tu fais du développement, moi, je fais de la recherche en sécurité offensive, on devrait monter une boîte ensemble, et on devrait essayer de résoudre ce problème de Software Supply Chain. Et du coup, on a monté Lupin et Hums dans l'idée de trouver des nouvelles classes de vulnérabilité dans la Software Supply Chain, et de créer un produit à travers ça. Et la manière dont on a créé ce produit, c'est qu'on a utilisé le bug bounty comme un bac à sable pour notre recherche. On va aller péter des boîtes sur des nouvelles hypothèses, nouvelles typologies de failles, et on va directement leur envoyer ces failles-là. Et l'avantage, c'est que les équipes sécurité dans le bug bounty, ils vont faire un assessment de la sévérité de la faille et nous donner une réponse. Est-ce que cette faille, c'est quelque chose qui est important pour nous? Et nous, ça nous donne une idée déjà de la sévérité pour les équipes de sécurité. Donc on profite de la connaissance d'ingénieurs très calés et très bien placés dans ce genre de boîte. Mais surtout, ils nous payent et du coup, on voit l'intérêt sur le marché pour cette typologie de faille de sécurité. Et une fois qu'on a ce résultat-là, on va automatiser à travers des règles assez fines et on va propager ces attaques sur l'entièreté des entreprises qui ont un bug bounty. Et à partir de là, on voit si on a des faux positifs, des faux négatifs et on peut faire un stress test sur l'entièreté de l'industrie. Et une fois qu'on a établi qu'on a une règle qui est assez forte et qui nous donne vraiment un bon taux d'exploitation sur l'industrie, on va la déployer dans une solution qui s'appelle DEPI, qui est une plateforme SaaS de sécurité offensive dans la Software Supply Chain. Et nos clients peuvent voir directement dans leur dashboard comment on peut compromettre et les backdoorer dans leur Software Supply Chain. En fait, tu as le même modèle que les éditeurs de jeux qui font de l'early access sur Steam, c'est-à-dire que tu fais tester
sur cette fois-ci tous les grands qui ont des bug bounty, et tu te fais payer pour faire tester en plus. Génial, super modèle. Et c'est comme ça qu'on a financé la boîte jusqu'à maintenant. L'idée, c'était d'utiliser le bug bounty comme une plateforme de recherche, mais aussi une manière de ne pas donner des parts lors d'un pré-seed et de pouvoir développer notre solution. Et aujourd'hui, on rentre depuis quelques mois sur le marché, on commence à signer des clients pour péter activement leur software supply chain. Donc moi, c'est un sujet qui me fait énormément kiffer et c'est génial. Mais dis-moi, Véro, quelle est la position du Cézanne sur la software supply chain ? J'étais en train de regarder, en fait, effectivement, il y a de plus en plus d'attaques via les fournisseurs et c'est un risque qui se banalise, en fait. Donc comment on fait pour lutter ? On a entendu, c'est compliqué, il y a un effet domino. On était déjà en 2020 sur SolarWinds avec 18 000 organisations touchées dans le monde. $100 milliards d'impact sur l'économie mondiale. Voilà, voilà. Et puis voilà, et puis quand ça touche les hôpitaux, tout ça, donc effectivement, il faut être en amont. Mais comment, quoi ? Je veux dire, quand c'est le tiers du tiers, on fait comment ? C'est compliqué. J'imagine que quand il y a un contrat avec un fournisseur, on peut jouer au moment de l'attaque et aller voir le fournisseur. Mais quand c'est le fournisseur du fournisseur et qu'il n'y a plus de contrat, en fait. C'est... Comme l'a dit Nico, la responsabilité maintenant elle est au niveau de celui qui te fournit le produit, quel que soit le nombre de dépendances et de sous-fournisseurs qu'il a. Ouais, et les RSSI en ont un peu marre, je crois, au Cézanne, d'éteindre les incendies et d'être toujours responsable de ce qui se passe, alors que finalement tu peux pas contrôler ce genre de choses. Alors peut-être il faut faire plus d'offensifs, et ça c'est encore peut-être dans la culture à développer, quoi. En fait, même au-delà de faire de l'offensif, c'est de redonner de l'observabilité et de redonner le ownership de la surface d'attaque de la software supply chain aux équipes de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu ce comportement assez toxique dans l'écosystème, c'est on va commencer à pointer du doigt. Et les équipes sécurité vont pointer du doigt les mainteneurs qui n'ont pas assez bien fait leur sécurité. Et les mainteneurs vont pointer du doigt toutes les entreprises qui utilisent leurs composants gratuitement et disent non, c'est à vous d'implémenter nos composants et de vérifier ce genre de choses, parce que nous on fait ça en tant que hobby et voilà, on prend 3 heures par semaine dessus, mais on n'est pas forcément à plein temps sur de l'open source. Et en fait on se pointe du doigt, un peu comme le mème de Spider-Man, et on trouve pas de solution. Et du coup, pendant que nous on se tire des balles entre nous, il y a des attaquants malveillants qui profitent de cette confusion dans l'industrie. Heureusement qu'ils sont mauvais, parce que manifestement donc ils en profitent pas toujours à fond. Ça c'est juste de ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Dans le cas de SolarWinds, ils sont quand même restés dedans pendant de nombreux mois et l'attaque, après c'est une très très belle attaque. C'était une boutade, hein. Les meilleurs justement on les voit pas, hein. Ils ont mis du temps avant d'être détectés. Et puis parfois sur SSH, on se rend compte que tout le monde utilise, mais finalement c'est 4 personnes qui maintiennent derrière, et ça c'était à mon avis une surprise quand on s'est rendu compte de ça. Mais dans les attaques de software supply chain assez récentes, il y a beaucoup d'attaques qui ont réussi et qui ont été très visibles. On a notamment le cas de NX. NX qui est un composant très utilisé dans l'IA agentique pour le développement pour le développement en général. NX s'est fait compromettre à travers une GitHub Action, donc une pipeline empoisonnée. Pour le coup, l'attaque a été très visible, mais par contre, l'attaquant, ce qui a été assez marrant, c'est qu'ils ont exfiltré les secrets directement à travers le compte GitHub de leur victime, et ils ont publié tous les secrets directement à chaque compromission. Et donc là, l'impact il était assez énorme, parce que n'importe qui pouvait aller sur la recherche de GitHub et regarder les victimes en temps réel qui se font compromettre, et potentiellement, s'ils sont malveillants, utiliser les secrets pour pouvoir propager l'attaque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs vagues d'exploitation. Et il y a celle de Singularity, il y a celle de, j'arriverai jamais à prononcer, Shada, quelque chose, mais et ça c'est une attaque qui a été réussie, même si le temps d'exposition a été très court. Et ça montre aussi que on a tellement d'installations par semaine que même si l'attaque est détectée en quelques heures, elle peut déjà avoir des conséquences énormes dans la software supply chain. Et Jérôme, pour répondre à ta question, les meilleurs attaquants du monde et ceux qui ont mis des années à détecter, ils étaient dans les comités de normalisation et ils s'assuraient pour que les protocoles soient
vulnérables par design. Dans la radio particulièrement, il y a eu pas mal de... Génial. Et effectivement, tu fais peut-être référence aussi à une vieille histoire en Suisse, c'est ça, avec des logiciels de chiffrement. On va pas en parler, parce que cette histoire est bien connue et on est dans la bienveillance. Mais on a parlé de l'aspect donc détecter la supply chain, mais aussi de la correction, parce qu'une fois qu'on sait qu'on a tel chemin qui est exploitable avec tel prestataire, comment on peut les inciter à faire le changement nécessaire. Alors quand c'est de l'open source, après le public des fois suffit parce qu'ils sont hackers, leur produit de l'améliorer. Quand c'est des privés, c'est pas forcément aussi facile. Tu parlais tout à l'heure des contrats, mais le contrat c'est un rapport de force, hein, donc c'est qui a le plus besoin de l'autre. Donc quand on est un géant du 440 ou équivalent d'autres pays, ça peut marcher, mais quand on est une petite boîte généralement et qu'on demande à des gros acteurs de faire des changements dans le contrat, ils vous rient au nez généralement, il n'y a rien qui change et vous avez le contrat cadre par défaut. Et surtout sur les dépendances, il n'y a même pas de contrat. Donc, Jaguar Land Rover, tu vois, ça vient d'arriver, c'est 200 000 emplois qui sont touchés, ça demande... c'est compliqué. Alors là, c'est une supply chain un peu différente, mais très intéressante aussi, c'est tout ce qui est ticketing, enfin support client et CRM. Et là aussi, il y a eu des attaques très intéressantes, mais il n'y a même pas de pool de code. C'est juste téléphoner à la bonne personne dans le bon call center. Ça aurait pu arriver aussi à des entreprises françaises. C'est surtout des gamins de 15 ans qui font ce genre d'exploitation et qui arrivent à contrôler des SOC qui coûtent des millions à l'année. Et là, c'est les meilleures histoires, ça. Et là, c'est un pan de l'industrie complet qui mobilise le gouvernement britannique pour être solidaire. Sinon, tout ce pan meurt, quoi. Et on est quand même sur une grosse industrie, quoi. Et je voudrais rajouter un point, parce qu'on parle beaucoup de la complexité d'exploitation technologique et tout. Et après, peut-être que je me trompe, mais j'ai aussi une sensation, et j'aimerais vraiment poser la question à toutes les équipes sécurité, mais j'ai aussi une sensation que côté équipe de sécurité, il y a aussi un manque de prise de conscience et un manque de mettre de l'effort et de la volonté sur ces sujets-là. Et je voudrais bien honnêtement savoir le pourcentage d'effort. On le dit, voilà, c'est un vecteur d'attaque de plus en plus utilisé, de plus en plus critique. Mais ce sujet-là, est-ce que réellement les équipes de sécurité n'ont pas suffisamment de temps et d'efforts pour essayer d'adresser ce risque, comme plein d'autres risques cyber, mais le remettre un peu plus au top et passer du temps dessus? En fait, ça fait des années que ce type de risque est identifié par l'OWASP. On en a même fait des émissions il y a des années sur les limites sécu. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de risques. Les budgets sont limités, les temps sont limités, les équipes sécurité sont limitées. Comment tu alloues ton budget? C'est par tout rapport à l'actualité. En fait, c'est qu'avant, on faisait de la sécurité sur certains périmètres. Là, maintenant, ça, c'est à la mode. Donc, effectivement, je pense qu'une partie des budgets et des efforts vont être concentrés là-dessus. Et puis, ça va changer après. Ça évoluera. Je vais peut-être te donner une réponse semi-bienveillante, mais la plupart des développeurs détestent les experts en sécurité car ils sont incapables d'aligner une ligne de code qui fonctionne. Et donc, du coup, les gens de la sécurité discutent avec... On n'est plus là du tout. Regarde, même dans sa famille, ils font DevSecOps à deux. Ils sont frères. S'ils n'arrivent pas à s'aimer, c'est qu'il y a un problème. Dans une équipe normale, le développement, soit ils détestent la sécurité qui les empêche de bosser. C'est vraiment un truc de boomer, quoi. Non, ça se vérifie encore hein, pour un développeur. Un bon antivirus, c'est un antivirus éteint. Hein. Moi, ça me rappelle, je bossais avec Monty de MySQL, le papa de MySQL, et à l'époque, il y a hyper longtemps, il disait yes, la sécurité, it's pretty, tu vois. C'était pas hyper intéressant pour lui voilà, il était là dans le code et effectivement il y avait ceux qui patchaient et ceux qui développaient et ils se parlaient pas encore, mais on parlait pas de DevSecOps à l'époque, mais on a largement passé tout ça. Alors pour conclure, je propose un exercice un peu de prospective. Comment c'est que les choses vont évoluer? Je peux prendre la tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Aucun stress. On va rester groupés. Je pense que sur l'évolution, en tout cas dans la donnée qu'on voit, c'est qu'en 2023, les failles de Software Supply Chain ont coûté 46 milliards de dollars à l'économie mondiale et projeté d'ici 2026 de coûter 81 milliards. Donc en gros, on est sur un problème d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et comme on a vu, c'est un vecteur extrêmement sexy pour les attaquants parce que on a un impact qui est énorme et qui peut être mondial et même interétatique. Donc dans l'évolution des attaques, on va aller que sur la hausse. Maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de prise de conscience sur la sécurité de la software supply chain. Il y a beaucoup de SaaS et de produits qui rentrent dans le marché pour essayer de réparer ce problème sur plusieurs composantes différentes, que ce soit sur le source, sur le build ou sur la distribution. Maintenant, je suis extrêmement biaisé, mais pour moi, ça va aussi passer par la sécurité offensive.
Aujourd'hui, je pense qu'il y a une trentaine de chercheurs en sécurité offensive qui se focus sur la software supply chain. On est une toute petite communauté, mais quand on voit certains rapports de bug bounty que cette communauté envoie, c'est assez énorme. Par exemple, nous, on a fait un blog post récemment sur Netflix. On a backdooré Netflix. On a eu le droit d'en parler publiquement à travers une de leurs chaînes de dépenses. Et là, on a attaqué directement le source, donc leur registry. Et on a fait un autre blog post avec un chercheur en sécurité qui est super et que tout le monde devrait suivre, qui s'appelle Adnan Khan, où on a compromis deux composants de NPM qui sont Crossfetch et GraphQL.js à travers leur pipeline. Et il y avait 36 millions d'installations par semaine qui étaient compromises, et on l'a fait de manière automatique et at scale. Et je pense que continuer sur la sécurité offensive, continuer à regarder quels sont les vecteurs d'attaque, va aider l'écosystème à ne plus être en réaction de ce genre de failles de sécurité, mais plutôt en proactivité. Et c'est ça, en fait, il faut qu'on change un système de soins en un système de santé. Moi, j'aurais tendance juste à observer, j'ai évidemment pas de réponse, mais j'aurais tendance à observer que quand ta sécurité dépend de centaines de milliers de développeurs que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas la machine et sur lequel tu n'as absolument aucune influence, tu es dans la merde. Et pour paraphraser un grand penseur de la sécurité contemporaine, c'est un échec. Après, je pense que les attaquants ont les mêmes problèmes que nous. Ils sont limités en temps, en argent, en moyens, en ressources humaines. Et donc, je pense que la menace va se déplacer. Il y a des choses qu'ils vont faire maintenant et d'autres choses qu'ils n'auront plus le temps de faire. Donc, je pense que tout ne sera pas fait en même temps. C'est-à-dire que là, ça se déplace effectivement peut-être sur la supply chain. Il y a peut-être des attaques qui ne se feront plus ou très peu. Et peut-être qu'on aura des budgets, nous, de notre côté défense, à déplacer également. D'où la sécurité offensive et la communauté pour être plus rapide qu'eux. Bah, voilà. Moi, je pense qu'il faut taper dans le porte-monnaie. Une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent. Donc, le seul moyen de triage, de prioriser ces produits-là, c'est d'avoir un impact sur le PNL à la fin. Donc, clairement, l'aspect législatif peut aider. Après, c'est pas du tout antinomique avec des produits comme Depi. Justement, je pense que ça permet de pointer du doigt pour forcer les gens à faire les changements. Mais tant qu'on leur tord pas le bras sur le fait que c'est pas une option, il faut faire le changement, et sinon il y a une responsabilité, et le coût de pas le faire coûte plus cher que de corriger, on s'en sortira pas. Et pour conclure, moi je pense que ça va être un échec. Parce qu'il y a eu une volonté sous Biden avec l'executive order de publication des SBOM, etc., d'améliorer la situation. Ensuite, on parle beaucoup de SolarWinds, mais il y a aussi 3CX aussi. Enfin, il y a eu quelques cas assez problématiques. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Les seuls à payer les pots cassés des attaques de supply chain, c'est essentiellement les crypto-bros. Parce que les seules attaques qui ont vraiment des dégâts à plusieurs milliards, c'est quand il y a des vols de wallets et ce genre de choses. Quand c'est juste, il faut rebuilder parce qu'il y a un mauvais code qui est passé, c'est un problème juste de test qui passe pas, quoi, d'avoir une backdoor. Je suis pas super d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais comme les crypto-bros sont complètement opposés à toute forme de réglementation, je pense qu'il ne se passera rien dans le domaine de la supply chain. Je pense encore une fois, c'est de l'opportunisme. C'est parce que pour l'attaquant, il peut exfiltrer directement le wallet, et du coup, il a un payday qui est plus rapide. Maintenant, sur des attaques ciblées, passer par la software supply chain, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'on mappe deux différents types d'attaquants. Ceux qui sont opportunistes et qui vont tenter de faire le plus d'argent possible ou d'impacter le plus de systèmes possible. Et ceux qui vont vraiment essayer de backdoorer une boîte spécifiquement. Et moi, de mon expérience d'avoir reteamé beaucoup de boîtes à travers la software supply chain, on peut toujours rentrer dans une boîte et après escalader sur leur cloud AWS et être full admin à travers juste une dépense installée à un moment donné sur une pipeline. Mais la seule question, c'est quel est le coût global des attaques software supply chain en dehors des attaques sur les exchanges de crypto-monnaies, les wallets et ce genre de choses. Et tant que ce coût n'excède pas ce que payent les assurances, il n'y aura pas beaucoup de volonté politique de changer ça. Il y a des entreprises en ce moment qui commencent à essayer de monitorer ce coût. Typiquement, il y a HackerOne qui ont ce Return on Mitigation qui a commencé à rentrer, mais il y a aussi D-Rive de Hive System qui va s'interconnecter avec tous les vendeurs de sécurité et qui vont regarder sur les alertes qui remontent quel est le coût
pour l'entreprise avec de la data science et regarder tous les événements passés. Donc on a des pistes de réponse sur une attaque de software supply chain pour une Fortune 500, ce serait proche des 300 millions de dollars si elle est exploitée jusqu'au bout et bien exploitée. Bon, en tout cas, le sujet est passionnant, il est vaste et nous aurons probablement l'occasion de refaire d'autres épisodes à ce sujet. Merci à tous les intervenants aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce podcast vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.